Ça, c'est la somme que tu vas obtenir en investissant 300 € par mois pendant 30 ans en bourse. Et ça, c'est la somme finale que tu auras en augmentant de 1% ton rendement annuel grâce aux règles que je vais te dévoiler. Premièrement, savoir un seul actif et une seule stratégie pour avancer plus rapidement. Je déteste les personnes qui disent il faut absolument se diversifier en termes d'actifs quand on débute en bourse, comme ça on va investir dans l'or, dans la bourse, dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier papier. Je trouve que c'est une hérésie complète. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que simplement, si tu débutes ou que tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, non seulement tu ne sauras pas maîtriser les actifs dans lesquels tu investis, tu t'en doutes bien, tu peux être expert d'un sujet, mais tu seras jamais expert en fait de 5 actifs différents parce que ceux-ci auront des règles différentes, mais aussi des principes totalement opposés. Et en plus de cela, tu risques de te perdre, de pas savoir dans quoi investir chaque mois, surtout qu'avec 300 €, malheureusement, il sera très compliqué pour toi en fait d'investir dans plusieurs actifs. Et en plus de cela, chacun de ces actifs-là n'avancera pas réellement extrêmement vite. Tu te doutes bien déjà, imaginons de mettre 300 € sur la bourse, ça va te prendre énormément de temps avant d'atteindre ton objectif. Alors si en plus de cela, tu dois séparer en 3, ça prendra des éternités. C'est un peu comme si on comparait le fait que tu avais un match de foot pour ce week-end et tu t'entraînais à jouer au basket toute la semaine pour essayer de performer au mieux lors de ce match. Tu t'en doutes bien, ce n'est pas compatible. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour te donner un exemple, dans mon cas, j'ai un seul actif à l'heure actuelle sur lequel je me concentre, ça va être la bourse notamment, et j'ai une seule stratégie qui seront les actions à dividendes, plus particulièrement dans mon compte titre. Évidemment, dans ce cas-là, tu peux investir en compte titre et mettre des actions en PEA qui y seraient éligibles, mais tu as compris l'idée, c'est d'avoir une seule stratégie sur un seul actif. Évidemment, tu vas pouvoir te diversifier à un moment donné, notamment quand tu as une très grosse somme en patrimoine ou alors que tu vas pouvoir économiser un petit peu plus chaque mois. Mais surtout, même si tu as une très grosse somme, tu dois maîtriser avant tout l'actif à la perfection pour pouvoir changer de celui-ci afin d'être beaucoup plus serein en fait à l'idée d'un peu moins t'en occuper. D'ailleurs, si tu veux savoir comment trouver ton actif de prédilection, je t'ai fait une vidéo juste ici où je t'explique comment investir tes premiers 1000 €. Mais si tu choisirais la bourse, imaginons en actif, et bien en stratégie, c'est très simple, tu dois avoir un petit tableau avec 2 colonnes avec le compte titre, le PEA et 2 autres colonnes avec les actions et les ETF, et c'est à toi de choisir en fait, est-ce que tu vas faire un PEA ETF, est-ce que tu vas faire un compte titre action, ou alors tu peux très bien choisir en fait la colonne des actions et en avoir en PEA celles qui sont éligibles et en compte titre celles qui ne seront pas éligibles à ton PEA. Deuxième règle, c'est d'avoir une diversification qui est optimisée en bourse. Imaginons tu as une stratégie du coup en actions à dividendes ou actions individuelles. L'objectif c'est d'en avoir entre 15 et 25, contrairement à ce qu'on pouvait entendre il y a encore quelques années qu'il fallait vraiment avoir au minimum 30 actions, voire 50, 70 actions. Je trouve que c'est un conseil qui est totalement révolu et inutile à l'heure actuelle. Entre 15 et 25, ça sera suffisant. Et surtout, il faut qu'un secteur ne dépasse pas à 25% afin d'éviter, en fait, comme on a connu, imaginons, avec la bulle Internet. C'est-à-dire que si tu as l'industrie qui est à hauteur de 45% dans ton portefeuille, mais que ces dernières s'écroulent, eh bien, ça pourrait te faire extrêmement mal. Alors qu'avoir chacun de tes secteurs en dessous de 25%, ça va te permettre d'être beaucoup plus serein. Et enfin, si tu n'as que 15 actions ou même plus, le mieux, c'est de ne pas dépasser 7% avec une seule entreprise parce que ça t'éviterait qu'en cas de faillite ou de graves problèmes qui peut ne serait-ce arriver très facilement, s'il y a ne serait-ce qu'un bad buzz sur l'entreprise ou même des difficultés financières, qu'une grosse partie de ton portefeuille soit mise à mal. Et donc l'objectif c'est d'avoir peu d'actions mais de les suivre régulièrement afin d'être sûr d'avoir toujours les meilleurs investissements au sein de son portefeuille et savoir sur quelle action réallouer ton capital. Et enfin, essaye aussi de faire par palier. Ça ne sert à rien si tu n'as que 1000 € à investir d'avoir directement 25 actions. Fais petit à petit, imaginons tu as moins de 5000 €, concentre-toi déjà sur 5 à 10 actions avant d'en rajouter petit à petit. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens et faire comme la majorité des gens qui font, imaginons sur Trade Republic, sélectionner 10 actions à mettre un plan d'investissement programmé avec 20 € dessus chacune. Évidemment, ce n'est pas très utile. Et enfin, si tu es en bourse, mais cette fois-ci avec une stratégie en ETF, je te recommanderais vivement de ne pas avoir plus de 3 de ces derniers. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça va te permettre de pouvoir investir et de garder ton équilibrage que tu as fait. Imaginons, tu veux 70% d'ETF Monde, 20% dans le Nasdaq 100 et 10% dans l'automobile. Eh bien, évidemment, ça va être compliqué de le gérer, sachant que dans un PEA notamment, tu seras obligé d'acheter à l'unité ces ETF-là. Et donc, s'ils coûtent, je dis n'importe quoi, 150 €, tu seras obligé d'en acheter 1, 2 ou 3, mais donc ça va déjà amputer une grosse partie de ton investissement. Et le but, comme tu t'en doutes, c'est de respecter au maximum, en fait, les règles que tu t'es fixées en termes de répartition. Et aussi, du coup, faire attention à la surexposition. Si tu prends un ETF Monde et SP500, tu ne t'en doutes peut-être pas, mais c'est quasiment la même chose, sachant que l'ETF Monde est à 70% sur les États-Unis et donc le SP500. Une autre règle, ça serait évidemment d'optimiser tes achats mensuels, que ce soit pour tes actions individuelles ou même du coup tes ETF, étant donné que tu n'as que 300 € à investir. Je vais séparer un peu en 2 catégories, voire 3. Premièrement, on a le compte titre. Ce qui est bien, c'est que la majorité d'entre eux, comme Trade Republic, Trading 212 ou autres, proposent la fraction d'actions
ou même d'ETF, ce qui va te permettre d'acheter une action peut-être 100 euros ou en tout cas une fraction d'action si celle-ci en entier coûterait 700 euros, comme LVMH par exemple. Donc ça, c'est très pratique. Par contre, du coup, attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir acheter plein de petites actions chaque mois. Je te conseille vivement d'acheter 1 à 2 actions grand maximum, ne serait-ce que pour diminuer les frais si ton courtier t'oblige à payer des frais à chaque transaction que tu vas effectuer, mais surtout pour que tes actions commencent à prendre un poids important. Comme je te l'ai dit, ça sert à rien d'avoir 25 actions si tu n'as pas plus de 10 000 euros par exemple investis dans ton portefeuille. Ça peut être viable évidemment, mais je te conseillerais quand même vivement en fait de grossir tes positions actuelles au lieu d'avoir 20 actions, mais que chacune représente peut-être que 100 ou 200 euros chacune. Maintenant, il y a quelques erreurs que tu dois absolument éviter. La première, c'est de faire attention aux frais que tu vas payer avec ton courtier, mais aussi avec tes instruments financiers. En fait, les frais, c'est désavantageux dans les deux cas. Que tu aies un gros patrimoine, ça va t'empiéter beaucoup d'argent chaque année. Tu t'en doutes que 10% sur 1 million d'euros, ça va te faire perdre une somme colossale. Ou encore, on va dire que si tu as un petit capital, ça va aussi t'endommager. Non pas du coup sur ta somme totale, même si ça va t'en enlever quand même un minimum, mais surtout sur ta capacité d'atteindre ton objectif rapidement. Et oui, c'est un petit peu comme si tu souhaiterais courir un marathon, mais qu'on laisserait ton sac de 10 kilos. Tu t'en doutes, tu mettrais ne serait-ce beaucoup plus de temps à atteindre l'objectif, ou peut-être même que tu l'abandonnerais en cours de route d'épuisement. Et bien là, c'est exactement la même chose. On dit souvent que le SP500 fait 10% par an. C'est totalement vrai, mais c'est un rendement brut. À cela, il faut évidemment enlever l'inflation, qui est en moyenne de 2%, même si ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Il faudra aussi enlever l'ETF, parce que tu vas pas suivre le SP500 avec des actions individuelles, mais vraiment avec un ETF. Donc, prenons l'exemple de l'ETF SP500 dans le PEA, il coûte 0,15% de frais annuels. C'est assez minime, mais du coup, on enlève quand même ça pour obtenir 7,85%. Et à cela, on va enlever peut-être les frais de ton courtier. Et ça, il serait pas étonnant de voir du coup diminuer de 0,85% pour au final passer de 10% brut à 7% net. Et même si ça ne peut pas te sembler si énorme que ça de perdre 3% de rendement annuel par an, eh bien, je te laisse comparer par toi-même 300 euros investis à 10% par an et à 7%. Malheureusement, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est la même chose avec la somme que tu investis chaque mois. C'est-à-dire que si tu investis 300 euros, ce n'est pas réellement 300 euros que tu vas investir. Pourquoi? Parce qu'à cela, tu dois enlever les frais, mais ce n'est pas tout. Tu dois enlever aussi la hausse du cours de l'action ou de l'ETF que tu es en train d'acheter. Alors, je ne dis pas qu'il faut investir sur des entreprises qui baissent pour pouvoir en acheter toujours plus, mais il faut pas oublier que du coup, les 300 euros d'aujourd'hui, tu n'achèteras certainement pas la même quantité d'actions ou d'ETF le mois prochain avec la même somme, puisque tu peux très bien payer une action aujourd'hui 300 euros et donc qui représenterait une action. Mais si l'action vient à prendre de la valeur avec tes 300 euros, tu pourrais te retrouver le mois prochain à en acheter uniquement 0,75. Donc, c'est à toi de voir aussi comment tu veux gérer ça. Et donc, tes 300 euros peuvent peut-être finalement devenir 250 euros. C'est un petit peu l'inflation des marchés financiers finalement. Mais pour optimiser un maximum tes frais, je te conseille de choisir les courtiers en ligne qui sont les plus efficaces, notamment du coup pour les comptes titres, tu as Trading 212, Interactive Broker, DeGiro ou même du coup Trade Republic. Et pour ton PEA, Bourse Direct est ce qui se fait de mieux, je trouve, avec Boursorama. Et enfin, si tu as une stratégie en ETF, je te recommanderais vivement du coup de les comparer entre eux, que ce soit les frais, les performances et le tracking error, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, mais il existe aussi sur les ETF. Deuxième erreur, c'est de vouloir un gros rendement, que ça soit du coup un rendement en dividende ou même une performance de croissance, c'est un gros problème parce qu'en fait, tu vas t'exposer à beaucoup plus de risques. En plus de cela, tu vas vouloir griller les étapes au lieu d'avancer à la bonne vitesse, mais surtout, tu risques de perdre énormément d'argent et d'être dégoûté de la bourse, un peu comme tous les tontons au repas de famille qui ont investi et qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et là-dessus, je vais un peu à la contre-courant des personnes qui sont en train de créer une stratégie en visant, tu sais, un certain rendement en dividende. Par exemple, je vois des youtubeurs qui te disent, eh bien, il faut faire une stratégie avec 3% de rendement en dividende, comme ça, tu es sûr que tu as des bons revenus passifs. Là-dessus, je suis totalement en désaccord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas viser le rendement en dividende. Celui-ci va être simplement la cerise sur le gâteau d'une belle action. Attention, ça ne veut pas dire qu'une action qui a 3% de rendement en dividende est meilleure qu'une action qui a 0,5% ou vice-versa. Mais ce que je dis ici, c'est que c'est loin d'être le critère le plus important. Et ça a d'ailleurs été l'une de mes erreurs par le passé. Je me concentrais uniquement sur les actions à un rendement en dividende intéressant, c'est-à-dire au-dessus des 2%, alors qu'aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas du tout cela qui comptait. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle stratégie que je vais te dévoiler dès maintenant. C'est simplement de sélectionner des actions à dividendes croissants ou des growth dividends, c'est-à-dire que ce dernier doit augmenter de plus de 8% par an sur les 5 dernières années et d'avoir un cours en bourse qui augmente de plus de 200% sur les 5 dernières années afin de me bénéficier à la fois d'une action
en croissance, mais aussi qui va verser un dividende à terme très intéressant pour moi, notamment quand on prend le yield on cost ou en français le rendement sur achat. Imaginons qu'une entreprise vale 100 € à l'heure actuelle et qu'elle verse 1% en dividende, et bien tu vas voir que petit à petit, si l'entreprise en fait augmente en bourse et aussi elle augmente son dividende avec le temps, ton yield on cost, donc le vrai rendement théorique que tu as de ton dividende, va augmenter en fait. Et donc c'est comme ça que tu peux passer d'un Apple qui verse que 0,55% de rendement en dividende au fil des années, obtenir un yield on cost peut-être de 0,75, 1%, 1,5% suivant au moment où tu l'achètes. Et enfin, la dernière erreur, c'est simplement d'utiliser les effets de levier. Si tu ne le connais pas, c'est un instrument qui est principalement utilisé en trading, c'est-à-dire en fait, tu vas mettre du levier sur le capital que tu es en train d'investir. Imaginons tu investis 100 €, tu décides de mettre un levier x2, et bien ces 100 € se transformeront en 200 € théoriques sur le marché en fait. Et donc en fait, tu vas obtenir beaucoup plus de volatilité à cause de cet instrument. Imaginons tu fais un SP500 avec un levier de 2, ce qui veut dire que quand le SP500 fait 10%, tu feras plus 20%, mais vice-versa à la baisse, quand le SP500 fera moins 20%, tu feras moins 40%. Et ça peut devenir extrêmement dangereux en cas de grosse chute des marchés. Imaginons ton SP500 fait moins 50%, avec un levier x2, tu feras moins 100%, donc ta position sera clôturée et tu auras perdu tout ton argent. Alors oui, ça peut être très bien sur une courte période de temps où le marché est exponentiel à la hausse et où tu peux gagner beaucoup d'argent. Le gros problème, c'est que si c'est ta stratégie à long terme et que tu n'as aucune notion de trading, eh bien si au bout de 5 ans, tu as certes accumulé un beau patrimoine grâce en fait au x2 que t'a permis le leverage, eh bien malheureusement, si du jour au lendemain, on a un crash et qu'on perd 50%, tu perds quasiment, voire la totalité de ton patrimoine en bourse. Et pourquoi je te parle de levier? Eh bien simplement parce que beaucoup de personnes, quand ils ont une petite somme à investir, et notamment moins de 300 €, ils vont y réfléchir plus de 2 fois. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est tentant, tu te dis je peux investir que 300 €, ça va me mettre des dizaines et des dizaines d'années avant d'atteindre mon objectif, si j'arrive à l'atteindre. Donc pourquoi ne pas utiliser un effet de levier? Eh bien j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme si tu commençais la musculation et que tu réfléchissais en fait à prendre des produits dopants pour aller beaucoup plus vite. Certes, c'est des choses qui marchent et qui ont été avérées, mais à la moindre erreur, ça sera fatal pour toi. Et bien, ça sera la même chose avec les marchés financiers. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur 3 entreprises que je n'achèterai pas en bourse à l'heure actuelle à cause d'une raison qui peut totalement les réduire à néant. Si tu veux découvrir cette raison, je te l'explique dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.